Bonjour, bienvenue sur la chaîne Formation Singularité. Cette vidéo est originalement faite dans la série JHipster qui est reliée à Vue.js, mais ce que nous allons voir dans cette vidéo porte sur Spring Boot en général et s'applique à tous les projets générés avec JHipster en général, qu'importe la version front-end utilisée. Dans le projet que nous avons généré avec JHipster, une grande partie du code est générée au niveau de l'application Spring Boot. Mais cette application Spring Boot est reliée à plusieurs autres composantes autour, que ce soit Prometheus, Keycloak, Vue.js ou n'importe quel front-end, étant donné qu'on utilise des endpoints REST, MongoDB, mais dans le cas de MongoDB, on utilise aussi Spring Data, donc les configurations vont être très semblables entre MongoDB et une autre base de données. On a aussi une dépendance vers JHipster parce que JHipster introduit ses propres librairies qui sont utilisées dans le système, aussi les logs avec Logback. Tout ça, c'est bien parce qu'on a beaucoup de bases de code qui est générée pour nous et qu'on n'aura pas besoin de générer dans l'avenir. Sauf que ça nous fait quand même un gros casse-tête à résoudre parce qu'on doit apprendre ces technologies et on doit se centrer au niveau de l'application pour voir comment ça fonctionne. Et la question qu'on doit se poser, c'est comment on fait pour trouver notre chemin dans tout ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais faire le tour des différentes composantes, des différentes classes Java qui sont générées. Et en regardant chacune de ces classes, je vais discuter des configurations qu'elles apportent au niveau du système et de leur usage, ce qui va vous permettre de mieux vous situer dans l'application Java qui est générée. Pour commencer, regardons ensemble comment les collections dans la base de données MongoDB sont faites et qu'est-ce qu'elles contiennent en ce moment. Bien sûr, dans une base de données MySQL, on va parler de tables. Dans une base de données MongoDB, on va parler de collections comme les autres bases de données à base de documents. La première table qu'on a, c'est le DB Changelog. Celle-là, elle est particulière, elle est spécifique à MongoDB. MongoDB a créé ici un changement qui est le 01 Add Authorities. Et on va regarder, c'est la classe Java qui fait cet ajout de données-là lorsqu'on va étudier le code Java. Les trois collections suivantes sont des collections qui sont ajoutées par JHipster. La première est la collection d'Authority, parce que JHipster fonctionne avec un niveau Authority, alors que Keycloak va fonctionner principalement avec un niveau de rôle. Donc, il y a un mapping qui se fait, on va le voir dans le code, comment ce mapping-là est fait. Donc, dans ce cas-là, les autorités qui ont été ajoutées dans le système, bien, c'est le rôle User et le rôle Admin. Donc, c'est nos deux rôles en fonction. Ce qui permet au User, donc la table JHipster User, lorsque le User est créé, d'avoir un lien vers les Authorities. Donc, on a ici deux éléments dans notre Authorities, un qui pointe vers le rôle User pour notre admin et un qui pointe vers le rôle Admin pour notre admin, parce que notre admin a à la fois le rôle User et le rôle Admin. Donc, ça conçoit les autorités de cet usager-là. C'est-à-dire que lorsque l'usager se connecte au système, même si l'authentification est faite avec un Keycloak, l'usager, en se connectant, JHipster va créer une entrée à l'intérieur pour ce user-là, ce qui va permettre à JHipster de travailler avec toujours le même type de user et toujours le même type de droit à l'intérieur de son système. On a aussi une table ici qui est le Persistent Event Audit. Quand j'ai fait la première vidéo, je pensais que les événements venaient de Keycloak, mais non, les événements d'audit ici sont stockés et ils proviennent en fait d'une classe Java qu'on va regarder Ils proviennent d'une classe Java qu'on va regarder ensemble, mais en fait, on a un listener qui reçoit les événements de session et qui permet d'enregistrer les événements d'audit dans le système. Ce qui est intéressant avec la classe User ici, on va voir que le create date, le last modified date et le last modified by sont gérés par une classe Java et des annotations Spring Boot. Donc ces champs-là sont copiés automatiquement lorsque le user est créé. On va jeter un coup d'œil à ça dans le code Java. Maintenant, on a deux tables supplémentaires, à part le MongoBlock. Le MongoBlock est propriétaire à Mongo. Mais la mission et Space7, c'est nos deux objets qu'on a créés dans notre exemple. Donc, notre mission va contenir notre objet de mission, identifiant, nom, description, comme on a vu, et
Le Space Event, lui, va avoir le nom, la date, la description, la photo, donc le nom de la photo et le type de contenu de photo, et aussi une référence vers la mission. Donc, c'est de cette façon-là que les références sont faites au niveau de Mongo. Donc, on n'a pas de table, contrairement au MySQL, on n'a pas de table de jonction, comme on a vu avec le user aussi. La relation vers les authorities est tout simplement un array de contenu. Il n'y a pas de table de jonction entre les deux entrées, ce qui fait moins de collections que de tables lorsqu'on parle d'une base de données MongoDB. Maintenant, regardons au niveau du projet. La première chose qu'on va faire, on va créer un nouveau projet à partir d'un source existant. Celui qu'on a fait, donc on va prendre notre projet français que nous avons créé et on va l'importer en spécifiant que c'est un projet de type Maven et on va laisser IntelliJ ouvrir ce projet-là dans la fenêtre courante. La première chose que IntelliJ va faire, c'est qu'il va ouvrir la page readme.md qui est du Markdown, qui nous décrit un peu le projet, qui nous donne des instructions sur comment faire le développement. Nous, on a généré notre projet avec NPM, donc NPM est déjà installé, mais pour les gens qui n'auraient pas NPM d'installer, à ce moment-là, on devrait installer NPM pour pouvoir travailler. Et au niveau du Maven, étant donné que c'est le Maven Wrapper va télécharger une version localement de Maven et va faire la compilation. Donc, les gens qui l'ont, le même principe. Donc, comme on a généré le projet, nous, préalablement, tout ça est déjà installé. On a un point de discussion aussi sur les OAuth 2.0. Présentement, c'est connecté sur le port 9080 avec le serveur localhost. C'est très correct, tant aussi longtemps qu'on roule avec le Maven Wrapper ou qu'on roule avec IntelliJ. La journée où on commence à rouler dans un Docker, le Docker, son localhost, c'est son adresse IP à lui. Donc, à partir de ce moment-là, le localhost n'est pas correct. Il faut plutôt prendre l'adresse IP de notre ordinateur en soi. Maintenant, allons voir le projet. Commençons notre analyse du projet par les configurations. Donc, ce qui ne sera pas couvert, c'est Vue.js, la web app, donc le répertoire qui est là. La seule partie qu'on va couvrir au niveau de la web app, c'est la partie où ce projet-là est ajouté comme ressource statique dans notre projet. Pour le reste, on va simplement couvrir les configurations. Donc, Logback Spring, c'est la configuration de Spring pour effectuer ces logs. C'est là où les configurations par défaut des différents loggers sont faits avec chacun leur niveau. Et il y a une classe Java aussi qui fait un peu plus de changements. On a ici un Context Listener. Le Context Listener, c'est lui qui permet à notre endpoint de management de changer les logs. Le banner, c'est une fonction Spring Boot, une petite attention à mettre. On peut mettre notre propre bannière, ce qu'on devrait faire d'ailleurs, au lieu que ce soit JHipster qui s'affiche, on pourrait tout simplement mettre notre bannière à nous en ASCII Art. C'est pas un problème. Le template, ici, on a un message d'erreur HTML. Je ne sais pas si c'est un relent ou si c'est un genre de fallback lorsque Spring Boot roule sans avoir Vue.js. Je n'ai pas trouvé comment l'activer. Nous avons activé lors de la génération le mode OpenAPI First, ce qui fait que nous avons ici une API, donc une configuration d'API, qui est un Swagger, qui est prêt à générer. Maintenant, les infos de base, OpenAPI, titre, version sont présentes. Le serveur s'est remplacé ça dans la configuration en soi, donc c'est un peu temporaire. On a ici au niveau des paths, les endpoints sont totalement vides. C'est là où on va venir ajouter nos endpoints à nous. Ça sera une autre capsule pour voir comment est-ce qu'on fait un API Swagger et comment ça se génère au niveau des services. Mais à savoir que les chemins, les paths, donc les endpoints sont juste tout simplement pas définis. Et on a aussi les composantes qui sont générées. Donc, deux choses intéressantes. Les types de réponses en cas d'erreur sont un problème qui est un schéma particulier pour remonter les erreurs au niveau de Spring Boot avec une annotation particulière. On va le voir un peu dans le code Java, c'est configuré. C'est une façon de remonter les problèmes, mais cette fois-là, c'est un format d'application problème JSON. Donc, c'est un JSON comme code d'erreur au lieu d'être un HTML, ce qui permet aux applications qui utilisent l'API de recevoir un message d'erreur qui est plus standardisé. Au niveau des schémas de sécurité, OAuth, OpenID, donc ça, c'est les connexions qui sont nécessaires pour aller faire l'authentification avec le Keycloak.
ici, ben, c'est tout simplement quel niveau de sécurité, donc quels sont les scopes utilisés dans le système pour se connecter. On a aussi un peu d'internationalisation, donc les ressources bundle, pour le template d'erreur qui est présent là, qui reste dans ça des propriétés qui sont utilisées pour les activations de courriel. Ça, c'est la fonctionnalité d'inscription dans JHipster que nous n'avons pas à cause qu'on a configuré avec Keycloak. Et finalement, nous avons les configurations. Liquibase permet de rentrer certaines données. Je crois que c'est un relent de Liquibase qui n'est pas utilisé avec la MongoDB. TLS pour le Keystore. Si on veut avoir une application qui a un certificat de sécurité, on va l'entrer dans le Keystore. Et ensuite, on a les configurations de l'application. Pour ceux qui ne connaissent pas Spring Boot, l'application.yaml, c'est le premier qui va être utilisé. Et ensuite, dépendant du profil qu'on va utiliser, on va ajouter à l'application YAML, on va ajouter ou remplacer certaines configurations pour les profils dev et prod. Donc, allons jeter un coup d'œil dans l'application. Il y a beaucoup de configurations qui sont faites là. La première configuration qui est faite, c'est les endpoints de management. Toutes les URL qui sont accédées par /management, c'est des URL qui sont natifs à Spring Boot et qui permettent de gérer le Spring Boot et d'obtenir ses statistiques. C'est avec ces endpoints-là particuliers qu'on va être capable de lire les configurations, de savoir quel environnement est employé par le Spring Boot, de voir le statut du Spring Boot et de ses composantes interreliées, les informations de base, des métriques de JHipster principalement, les fichiers de log, donc les fichiers de log, la configuration de logger, mais aussi les configurations de Prometheus, donc le endpoint de Prometheus qui permet de mesurer en temps réel l'application, et les threads courants pour faire du debug, qui n'est peut-être pas nécessairement une bonne idée d'exposer en production. Les métriques JHipster sont configurées, les infos de Git sont transférées dans un Git Properties et donc sont utilisées par le système. Le health, on n'a pas de validation de courriel parce qu'on n'a pas connecté notre système sur un courriel. On pourrait l'activer. Les metrics pour Prometheus sont activés. Donc ça, c'est l'ensemble des autres endpoints qui sont activés, HTTP, JVM. Donc toutes les mesures de JVM, des traces HTTP. Donc chaque requête qu'on fait va être tracée et disponible dans Prometheus. Il faudra que je fasse une capsule avec générer du trafic sur mon microservice et regarder le monitoring avec Prometheus. Ça sera une autre capsule. Aussi, on a des capacités de distribution dans Prometheus qui permettent de faire des histogrammes d'application. Donc, le nom de l'application qui a un tag, on pourrait rajouter d'autres tags aussi. Parfait. Maintenant, le nom de l'application. Ici, on embarque. La première partie était au niveau du management, donc des endpoints de management de Spring. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va dans Spring lui-même. Donc, l'application, son nom, le profil. Par défaut, c'est profil actif, mais on va les remplacer, ces profils-là, pour mettre soit dev, soit prod, pour activer des choses différentes. JMX, qui est l'interface permettant d'obtenir les mesures de Java et les beans de Java. Le système de messages. On est capable de remplacer les définitions de beans. Ce que ça fait, ça, c'est lorsqu'on fait des tests et qu'on part notre Spring Boot 2 fois en ligne, ça redéfinit une nouvelle bean et à partir de Spring Boot 2.2, ça génère des erreurs. Donc, l'exécution des tasks. Ça ici, c'est fait pour être capable de céduler certaines tâches. Il y a des tâches de maintenance qui sont cédulées au niveau du code Java. C'est ici que c'est activé. TeamLeave de base en HTML. Comme je disais tout à l'heure, probablement le template d'erreur HTML qui va avoir ses traductions saisies automatiquement. Sécurité, donc notre fournisseur, notre Realm JHipster dans notre Keycloak. Avec les enregistrements. Configuration des cookies. En production, probablement qu'on va aller changer le tout pour que les cookies restent en HTTPS seulement, pour que les cookies soient cachés des requêtes et qu'ils ne soient pas partagés entre un appel HTTP versus un appel HTTPS lorsqu'on fait une redirection. Le ribbon ici, c'est l'affichage qu'on a au niveau de l'application. Ensuite, on a une séquence de configuration qui servent à JHipster. Cette séquence de configuration-là inclut donc le nom, le courriel qui ne sera pas utilisé parce qu'on n'a pas d'enregistrement, mais ça contient aussi les applications, donc la configuration du Swagger. On pourrait rajouter nos propres informations. Maintenant,
Au niveau du dev, on va avoir des niveaux de log qui sont différents. On va aller en debug. On va inclure notre Swagger en dev. On va inclure des fonctionnalités de développement où les parties de l'application vont pouvoir être redémarrées. On va inclure aussi des configurations pour le Jackson, donc ce qui convertit les objets en JSON. La configuration de la MongoDB, qui est une configuration d'un simple nœud. Le courriel, qu'on n'utilise pas, mais qui pourrait être configuré. Maintenant, le serveur sur le port 8080, ça sera peut-être éventuellement une bonne idée de changer le port pour être capable de rouler plusieurs services en même temps. Et maintenant, ça, les configurations de cache de JHipster, donc le EH-cache qui est configuré. Et les courses, parce que comme on fait du développement, les courses, c'est ce qui empêche de faire ce qu'on appelle du cross-site scripting. C'est ce qui empêche une application d'un autre site web de venir contacter notre API et de l'utiliser. Mais comme on fait du développement avec Webpack sur des ports différents, bon, on veut allouer plus de latitude pour être capable de rouler les environnements avec NPM et que ça ne cause pas de problème au niveau du cross-site scripting parce qu'il y a des protections pour ça. Donc, même chose, les métriques, les rapports aux 60 secondes, rien de trop particulier à ce côté-là. Ici, on a une configuration au niveau des logs de ne pas utiliser du JSON. On va utiliser du JSON lorsqu'on va pousser dans Logstash, qui est présentement désactivé. Donc, lorsqu'on va vouloir pousser dans un engin de log externe, on va les pousser en JSON. Mais les configurations sont déjà là, il suffit de les exploiter. En prod, ce qu'on va se rendre compte, c'est que les logs sont différents. Certaines métriques de Prometheus eux-mêmes sont désactivées. On ne va pas faire de redémarrage live de notre Spring Boot. Et on va avoir un URL différent. Ben, présentement, c'est le même, mais on va changer notre connexion pour notre MongoDB lorsqu'on va tomber en production. Pareil pour les emails. Donc, toutes ces configurations sont dupliquées, ce qui va nous permettre de les activer en production. On voit aussi que le serveur a une activation au niveau de la compression, c'est-à-dire que tous les payloads qui vont être transférés, qui vont sortir, vont commencer par être compressés avec gzip et transférés au furteur web. Ce qu'on n'a pas besoin, c'est un environnement local. On n'a peut-être pas besoin non plus si on reste simplement à l'intérieur de notre réseau. Mais lorsqu'on commence à publier à l'extérieur de notre réseau, c'est intéressant d'avoir de la compression sur les données. C'est déjà là pour la prod. Donc, les caches aussi sont légèrement différentes. Le nombre d'entrées maximum au niveau de la cache est supérieur. Les configurations sont aussi légèrement différentes pour les courriels. Et nous avons ici une configuration au niveau des événements d'Audi qui ont 30 jours de rétention, ce qui veut dire que les événements d'usagers qui se connectent, qui se loguent, vont être gardés pour 1 mois. Donc, c'est en gros la configuration qu'on a. On peut ajouter le profil TLS qui va tout simplement charger le keystore qu'on a discuté tout à l'heure et le décoder pour activer le support SSL au niveau du HTTPS si on veut le faire au niveau du Spring Boot. On pourrait le faire au niveau d'un gateway aussi dans certains cas. Donc, c'est une configuration, c'est un profil à rajouter. C'est ce qui couvre la partie ressources. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas d'aimer. Merci.